Amis du soir, bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'Isun Boshi. Il était une fois un grand-père et une grand-mère. Ils n'avaient pas d'enfants et cela les rendait bien tristes. Aussi priaient-ils les dieux de leur en donner un. Même s'il n'est pas plus grand qu'un doigt de la main, nous aimerions tant avoir un enfant. Et un jour, ils eurent un bébé. En effet, pas plus grand qu'un doigt de la main. Le grand-père et la grand-mère étaient heureux de voir leur souhait exaucé. Ils désiraient tellement avoir un enfant. Comme le petit garçon n'était pas plus haut qu'un doigt de la main, ils l'appelèrent Isun Boshi, ce qui veut dire tout petit, minuscule, et l'élevèrent et le choyèrent. Les années passèrent, mais Isun Boshi ne grandissait pas. À 3 ans, il était toujours aussi petit, à 5 ans aussi, et à 10 ans, il avait toujours la même taille qu'à sa naissance, la taille d'un doigt de la main. Cela causait bien du souci au grand-père et à la grand-mère, et ils avaient beau s'occuper de lui de leur mieux, le faire manger tant et plus, Isun Boshi ne grandissait pas d'un centimètre. Isun Boshi était si petit qu'il ne pouvait pas aider la grand-mère à la maison. Et quand il allait travailler au champ avec le grand-père, il ne pouvait porter qu'un brin d'herbe à la fois. Isun Boshi était habile au chant et à la danse, mais il ne pouvait pas aider au travail à cause de sa petite taille, et cela l'attristait. De plus, les enfants du village se moquaient sans cesse de lui et l'appelaient le nain, le nabo. Tout cela rendait Isun Boshi fort triste et il décida de partir en voyage. Il dit au grand-père et à la grand-mère : « J'ai décidé de partir à la capitale pour y trouver du travail. » Le grand-père et la grand-mère étaient bien tristes de se séparer d'Isun Boshi, mais ils lui donnèrent un bol, une baguette et une aiguille et lui souhaitèrent une bonne chance. Le petit garçon se coiffa du bol comme d'un parapluie, mit l'aiguille à sa ceinture en guise de sabre et s'appuyant sur la baguette à la façon d'une canne, prit le départ. Il marcha, marcha, mais la capitale était loin et le chemin encore bien long. En cours de route, il rencontra une fourmi et lui demanda si la ville était encore loin. La fourmi lui dit : « Coupe en diagonale par le pré de pissenlit, traverse le champ de prêle et suis la rivière. » Isun Boshi la remercia et marcha au milieu des pissenlits, puis des prêles, jusqu'à ce qu'il arrive à la rivière. Là, le bol qui lui tenait lieu de parapluie devint un bateau, la baguette une perche, et Isun Boshi s'embarqua sur la rivière, ramant vigoureusement. Enfin, il arriva auprès d'un grand pont sur lequel passaient beaucoup de gens. Voyant cette foule, Isun Boshi se dit : « Je suis arrivé à la capitale » et descendit du bateau. La capitale était une grande ville très peuplée, et partout il y avait des gens qui marchaient d'un air affairé. Pour le petit Isun Boshi, c'était un lieu dangereux. Il risquait de se faire piétiner par les gens qui ne le voyaient pas.
Aussi, se dit-il, prenons garde à ne pas se faire écraser, et se dirigea vers des rues plus calmes. Il marcha au hasard et se trouva bientôt devant une magnifique résidence. C'était la résidence d'un puissant seigneur. Issun-boshi s'avança jusqu'à l'entrée et appela. « Excusez-moi, y a-t-il quelqu'un » Un homme vint voir qui appelait, mais ne voyant pas le minuscule Issun-boshi, il grommela. « Je crus entendre appeler, mais il n'y a personne. » Et allait repartir quand il entendit de nouveau appeler. « Je suis là, à côté des chaussures. » L'homme regarda vers les chaussures qui étaient posées devant la porte et aperçut enfin Issun-boshi. Jamais de sa vie il n'avait vu un être aussi petit. Il se pencha, ramassa le minuscule enfant, le posa sur sa main, l'examina avec curiosité et l'emmena dans les appartements de la princesse. Là, Issun-boshi dansa et chanta, et il était tellement gracieux que tout le monde fut enchanté. La princesse fut particulièrement charmée par cet enfant pas plus haut qu'un doigt de la main, et souhaita qu'il demeurât à ses côtés. Issun-boshi resta donc à la résidence du seigneur et aidait la princesse. Si elle lisait, il tournait les pages du livre. Si elle faisait de la calligraphie, il préparait l'encre. Il s'entraînait également au maniement des armes avec l'aiguille qui lui tenait lieu de sabre. Il vivait ainsi aux côtés de la princesse, qui ne manquait jamais de l'emmener lorsqu'elle sortait se promener. Un jour que la princesse était allée prier au temple de Kiyomizu, et alors qu'elle revenait vers son palais, un bandit de grand chemin se précipita sur elle et tenta de l'enlever. Mais Issun-boshi, qui accompagnait la princesse, dit de sa plus grosse voix « Arrière, moi, Issun-boshi, je suis là. Prends garde à toi, bandit. » Le bandit, apercevant le minuscule Issun-boshi, éclata de rire. « Que peut donc une fourmi comme toi, avorton ?» lui dit-il méchamment, et il goba le pauvre Issun-boshi comme une mouche. Mais Issun-boshi, plein de courage, donnait des coups avec son aiguille dans l'estomac du bandit et remontait le long de sa gorge, le piquant de toutes ses forces. Le méchant se tordait de douleur et criait « Aïe, aïe !» Mais Issun-boshi continuait de plus belle et sortit d'un bout par les narines du bandit qui s'enfuit en courant. La princesse ramassa alors un objet que le bandit avait abandonné en prenant la fuite. C'était un maillet magique. Elle expliqua à Issun-boshi « Ceci est un maillet magique, un trésor. Il suffit de le secouer en faisant un vœu, et celui-ci sera exaucé. » La princesse était reconnaissante à Issun-boshi de l'avoir sauvée. Aussi lui demanda-t-elle « Que souhaites-tu » Le minuscule Issun-boshi, pas plus grand qu'un doigt de la main, répondit immédiatement « Mon souhait est de devenir grand. » La princesse agita donc doucement le maillet magique devant Issun-boshi, tout en prononçant ces paroles. « Grandis, grandis, que le petit Issun-boshi devienne grand. » Et il grandissait à vue d'œil. Bientôt la princesse eut devant elle un charmant jeune homme.
Le seigneur se réjouit en apprenant les exploits d'Issun-bōshi et sa métamorphose, et lui donna la princesse en mariage. Le grand-père et la grand-mère vinrent les rejoindre à la capitale et tous vécurent heureux. Amis du soir, bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de la montagne des cigales. Il était une fois un grand-père et une grand-mère qui vivaient seuls dans une petite maison. Tous les jours, le grand-père allait travailler au champ et semait du riz en chantant. Une graine et il en poussera 1000. Et tous les jours, un blaireau venait aussi, qui chantait « Une graine et une seule, et toutes je les mangerai. » Le jour suivant, quand le grand-père revenait travailler au champ, il ne restait plus une seule graine. Le blaireau avait tout mangé. Par sa faute, le grand-père et la grand-mère vivaient pauvrement. Un jour, le grand-père alla travailler comme d'habitude. Et une fois de plus, il ne restait pas une seule graine. Alors, il se mit en colère et décida d'attraper le vilain blaireau. Il commença donc à semer et à chanter. Et comme tous les jours, le blaireau vint et se moqua. Soudain, le vieil homme lui sauta dessus, l'attrapa et en un clin d'œil le ficela avec une grosse corde qu'il avait apportée. Il rentra ensuite chez lui avec son prisonnier. « Grand-mère, viens voir ce que j'ai attrapé. Prépare-nous un bon ragoût de blaireau pour ce soir. » Et sur ces paroles, le grand-père retourna au champ. La grand-mère commença à piler du riz pour faire des gâteaux pour le dîner. Le blaireau qui était rusé lui dit « Grand-mère, c'est bien fatigant de piler ce riz toute seule. Détachez-moi et je vous aiderai. » La vieille femme hésitait, se disant que son mari se fâcherait en apprenant qu'elle avait détaché le blaireau. Mais après tout, il voulait l'aider, et elle se dit qu'elle pouvait bien le détacher juste pour un petit moment. Elle dénoua donc la corde et libéra l'animal. Celui-ci, feignant de vouloir l'aider, prit le pilon, mais au lieu d'écraser le riz, il donna un grand coup sur la tête de la grand-mère et s'enfuit en abandonnant la vieille femme. Quand le grand-père rentra des champs, il trouva sa femme inanimée et se mit à pleurer de désespoir. Un lièvre, voyant le vieil homme si malheureux, lui demanda pourquoi il pleurait. Et le grand-père lui raconta l'histoire du blaireau. « Eh bien, je vais vous venger, » dit le lièvre. Et il partit vers les montagnes.
Le lièvre ramassait des fagots dans la montagne lorsque le blaireau arriva. « Compère lièvre, que fais-tu donc ?» lui demanda-t-il. « L'hiver promet d'être froid, je fais donc des provisions de fagots, » lui répondit celui-ci. Le blaireau, pensant que c'était une bonne idée, se mit aussi au travail, et à eux deux, ils ramassèrent une grande quantité de fagots. Ils chargèrent le petit bois sur leur dos et se mirent en route. Mais le chemin était long, et le lièvre, fatigué, murmurait. « C'est lourd, oh que c'est lourd !» Tant et si bien que le blaireau finit par porter aussi la charge du lièvre, qui marcha alors derrière et commença à frotter des silex qu'il avait ramassés. Entendant le bruit des silex frottés l'un contre l'autre, le blaireau demanda « Quel est ce bruit ?» Et le lièvre lui répondit « Ici, c'est la montagne d'épis verts. C'est le bruit de leur bec sur le tronc des arbres que tu entends. » Il mit ensuite le feu au fagot que le blaireau portait. Entendant le crépitement des flammes, celui-ci se demanda « Quel est ce bruit ?» Et le lièvre lui répondit « Ici, c'est la montagne des cigales, c'est leur chant que tu entends. » Enfin, le feu brûla la fourrure du blaireau, et celui-ci se mit à hurler pendant que le lièvre détalait, prenant la fuite. Le jour suivant, le lièvre alla à la montagne des piments et ramassa des piments et les réduisit en poudre. Le blaireau, passant par là, le vit et fort en colère lui dit « À cause de toi, hier, à la montagne des cigales, j'ai eu le dos horriblement brûlé. » Le lièvre, faisant comme si de rien n'était, lui répondit « Les lièvres de la montagne des cigales sont les lièvres de la montagne des cigales. Ceux de la montagne des piments sont ceux de la montagne des piments. Je ne sais pas de quoi tu parles. » Le blaireau, crédule, se dit « Bien sûr, il a raison » et demanda au lièvre si par hasard il n'avait pas de médicaments pour soigner les brûlures. « Quelle chance! Je viens justement d'en préparer » s'écria le lièvre. Et il saupoudra généreusement le dos du blaireau de poudre de piment. Sur le moment, celui-ci ne ressentit rien, mais peu à peu, le piment rendit les brûlures encore plus douloureuses et il se mit à gémir de douleur. À cet instant, le lièvre s'enfuit une fois encore. Le jour suivant, le lièvre partit en montagne, couper du bois dans une forêt de cèdres pour construire une barque. Le blaireau le vit et, souffrant terriblement et encore plus en colère que la veille, lui cria « À cause de toi hier, à la montagne des piments, j'ai cru mourir. » Le lièvre, faisant comme s'il n'avait jamais rencontré le blaireau de sa vie, lui répondit « Les lièvres de la montagne des piments sont les lièvres de la montagne des piments. Ceux de la montagne des cèdres sont ceux de la montagne des cèdres. Je ne sais pas de quoi tu parles. »
Le blaireau, vraiment aisé à tromper, crut encore une fois le lièvre et pensa: bien sûr, il a raison. Il lui demanda pourquoi il construisait une barque. Quand il sut que c'était pour aller pêcher dans la rivière, le blaireau, friand de poissons, voulut lui aussi une barque. Comme mon pelage est blanc, je construis une barque en bois blanc. Et puisque ton pelage est marron, il te faut une barque marron en terre, expliqua le lièvre au blaireau. Ils construisirent donc chacun leur barque et partirent pêcher. Une fois au beau milieu de la rivière, la barque en terre du blaireau commença à fondre petit à petit et à se dissoudre. Et il se retrouva à l'eau. Il se débattait et criait: « Au secours, aide-moi !» Mais le lièvre impassible lui dit: « Pense donc à la pauvre grand-mère qui est morte par ta faute. » Et l'abandonna. Le lièvre se rendit chez le grand-père et lui annonça que le blaireau était mort. Mais cela ne rendit pas le vieil homme heureux, car la mort du blaireau ne lui rendrait pas sa femme. Et il pensait que la vengeance du lièvre était bien inutile. Le rêve vendu. Yukichi et Mosuke étaient d'excellents amis. Yukichi était un garçon joyeux, presque frivole. Mosuke, par contre, était sérieux et fort prudent. Tout différents qu'ils étaient, ils s'aimaient tant que si l'un devait entreprendre un voyage, en effet, ils étaient marchands, ils attendaient toujours que l'autre puisse se joindre à lui. Ainsi, une fois de plus, ils faisaient la route ensemble. La journée avait été chaude et ils furent heureux d'arriver au bord d'une forêt et de pouvoir s'étendre à l'ombre d'un pin. Au bout d'un moment, Yukichi était profondément endormi. Mosuke regardait le dormeur et soupirant se disait: « Il dort tranquillement ici, dans la nature, comme s'il était dans la maison. Je ne le pourrais pas, moi, j'aurais peur de me faire voler. Et pourtant, un petit somme serait le bienvenu. Mais malheureusement, je ne peux pas m'endormir dehors. » Pendant que Mosuke faisait ses réflexions, il vit tout à coup une guêpe sortir de la narine gauche de son ami. Il la regarda avec étonnement. Elle s'envola vers un haut pin solitaire, campé sur un rocher, tourna 3 fois autour de l'arbre, puis revint vers Yukichi
et disparut dans sa narine droite. Mosuke n'avait jamais vu quelque chose d'aussi étrange. À cet instant, Yukichi s'éveilla, s'assit en riant et dit « Mosuke, je viens de faire un rêve merveilleux. Il faut que je te raconte. Figure-toi qu'il y avait un haut pin campé sur un rocher élevé. Oui, exactement comme celui-ci que tu vois là-bas. Une guêpe tournait autour du tronc en bourdonnant. Tu dois creuser à cet endroit. Tu dois creuser à cet endroit. Et effectivement, je me suis mise à creuser et j'ai trouvé un gros pot plein de pièces d'or. De ma vie, je n'ai jamais vu autant d'argent, sauf dans mes rêves. Vraiment, c'est un rêve étrange, répondit Mosuke. À ta place, j'irai creuser autour de ce pin là-haut. Mais qu'est-ce qui te prend? Je ne vais pas aller me fatiguer par une telle chaleur simplement à cause d'un rêve stupide. Continuons plutôt notre route pour arriver à temps en ville. Mais Mosuke ne voulait rien entendre. Un tel rêve a sûrement un sens. Si tu ne veux pas creuser, moi je veux bien essayer. Sais-tu ce que je te propose? Vends-moi ton rêve. Yukichi éclata de rire. Voilà une bonne affaire pour moi qui n'ai jamais vendu de rêve. Que m'offres-tu? Tu as dit qu'il y avait là un grand tas de pièces d'or. Je ne sais pas vraiment. Je suis ton ami et je ne veux pas te léser. Dis-moi toi-même à combien tu estimes ton rêve. Après une courte discussion, ils se mirent d'accord sur la somme. Et Mosuke acheta le rêve pour 300 pièces d'argent. Jamais je n'ai fait une telle affaire. Tant d'argent pour un simple rêve, dit Yukichi en riant. Mais maintenant, dépêchons-nous, sans quoi nous serons en retard pour le marché. Les amis avaient parlé à voix haute, car ils se croyaient seuls. Ils ne pouvaient pas deviner que l'avare Kyachimon avait surpris leur conversation. Lui aussi faisait la route vers la ville et s'était reposé à la lisière de la forêt. Il s'était endormi, mais les voix des deux marchands l'avaient éveillé. Maintenant, il eut un rire mauvais. Que voilà d'honnêtes gens, acheter un rêve. Heureusement qu'ils ont parlé fort. Grâce à eux, je sais où est enterré le trésor et je l'aurai pour rien. Kyachemon renonça à aller au marché et grimpa rapidement sur le rocher. Il creusa entre les racines du pin jusqu'à ce qu'il trouvât quelque chose de dur. Il continua à creuser avec précaution et finit par sortir un grand pot ventru rempli de pièces d'or. Kyachemon brisa le pot et mit les pièces d'or dans un grand sac qui ne le quittait jamais. Arrivé à la ville, il acheta pour tout cet argent une auberge et devint un homme riche.
Mais cet or ne lui apporta pas de bonheur. Au bout de quelque temps, il perdit non seulement l'or qu'il avait trouvé, mais également tout ce qu'il avait possédé auparavant. Bientôt, il fut mendiant. Lorsque, à la ville, Mosuke eut terminé ses affaires, il quitta Yukichi et s'en retourna en l'endroit où il avait acheté le rêve. Quelle ne fut pas sa déception lorsqu'il vit que les racines du pin étaient dénudées et que les tessons du pot gisaient tout autour. Quelqu'un a pris les devants et a déterré le trésor, se dit-il avec tristesse. Et il regarda les tessons. Tout à coup, il tomba en arrêt, car sur l'un d'eux, il avait découvert une inscription. Il la déchiffra à haute voix. Le premier des 7. Le premier des 7. Cela veut dire qu'il doit y avoir encore 6 autres pots sous terre, se dit-il. Et il commença à creuser avec énergie. En effet, il trouva, l'un après l'autre, 6 pots de terre, chacun rempli de pièces d'or jusqu'à ras-bord. Mosuke se fit construire en ville une grande auberge qu'il appela au pot ventru. Il y vécut riche et satisfait jusqu'au jour de sa mort. Yukichi venait souvent lui rendre visite et il saluait son ami par ces mots. « Alors, Mosuke, comment vas-tu ? Je suis venu voir ce que devient mon rêve. » Et les deux compères se tapaient dans le dos en riant. Et à chaque fois, Mosuke servait à son ami le meilleur des sakés dans le plus ventru de ses pots. Les 6 giseaux et les chapeaux de paille. Il était une fois un grand-père et une grand-mère. Grand-père gagnait sa vie en confectionnant des chapeaux de paille. Il vivait pauvrement et une année, à la veille du jour de l'an, ils n'eurent même pas assez d'argent pour acheter les traditionnels gâteaux de riz. Le grand-père décida donc d'aller à la ville vendre quelques chapeaux de paille. Il prit 5 chapeaux et les portant sur son dos, se mit en route. La ville était loin, et après avoir longtemps marché à travers les champs, grand-père arriva enfin à destination. Il déambula dans toute la ville, criant « Chapeau de paille, qui veut des chapeaux ?» Il y avait beaucoup de monde en ville. Tous les gens s'affairaient à préparer le jour de l'an, achetant du poisson, des alcools, des gâteaux de riz, puis ils rentraient chez eux.
personne n'achetait de chapeau à grand-père. C'est que le jour de l'an, tout le monde restant chez soi, un chapeau de paille n'est pas très utile. Grand-père marcha toute la journée, sillonnant la ville en vantant ses chapeaux. Mais il n'en vendit pas un seul. À la fin de l'après-midi, il décida de rentrer sans avoir pu acheter le moindre gâteau de riz. Quand grand-père sortit de la ville, il commença à neiger. Il était bien fatigué et transi de froid, marchait à travers champs quand il aperçut des Jizo, statues de pierre représentant des divinités japonaises. Il y avait 6 statues et sur leurs têtes de la neige s'était amoncelée. Des stalactites leur tombaient du visage. Grand-père, qui avait bon cœur, pensa que les pauvres Jizo devaient avoir bien froid. Il leur essuya donc la tête, enlevant la neige qui les recouvrait, et les coiffa des chapeaux qu'il n'avait pas réussi à vendre, murmurant : « Ce sont de simples chapeaux de paille, mais acceptez-les, je vous prie. » Mais il n'y avait que 5 chapeaux, et il y avait 6 Jizo. Grand-père coiffa la dernière statue de son propre chapeau, en lui disant : « C'est un chapeau bien vieux et usé, mais il vous protégera un peu. » Après avoir ainsi donné ses chapeaux aux statues, grand-père reprit son chemin dans la neige. Quand il arriva à la maison, grand-père était recouvert de neige. Grand-mère, le voyant sans chapeau, lui demanda ce qu'il s'était passé. Et grand-père lui raconta l'histoire des Jizo. À vrai dire, je n'ai pas réussi à vendre le moindre chapeau en ville. Sur le chemin du retour, j'ai vu des Jizo. Leur tête était recouverte de neige. J'ai pensé qu'ils devaient avoir froid. Alors, je les ai coiffés des chapeaux que j'avais emportés. Et comme il en manquait un, je leur ai aussi donné le mien. Grand-mère fut touchée en entendant ce récit et se réjouit de la bonté de son mari. Tu as fait une bonne action. Même si nous sommes pauvres, nous avons de la chance d'avoir un toit et du feu. Grand-père, qui était transi de froid, s'assit au coin du feu et grand-mère prépara le repas. Comme les chapeaux ne s'étaient pas vendus, il n'y avait pas de gâteau de riz. Aussi mangèrent-ils simplement du riz avec quelques légumes et allèrent vite se coucher. En pleine nuit, grand-père et grand-mère furent réveillés par un bruit dehors. Quelqu'un chantait. Les voix étaient d'abord assez lointaines, mais elles se rapprochaient de la maison, et elles chantaient ceci. Grand-père a donné ses chapeaux et les a donnés aux Jizo. Allons chez lui, allons-y. Grand-père et grand-mère étaient bien étonnés d'entendre une telle chanson. Ensuite, ils entendirent un grand bruit. Boum! Ils allèrent voir ce que c'était.
Et quelle ne fut pas leur surprise en ouvrant la porte. Sur le seuil étaient disposés plein de paquets. Il y avait du riz, du poisson, des alcools, des gâteaux de riz, des décorations du Nouvel An, des couvertures et des kimonos bien chauds, et bien d'autres choses encore. Grand-père et grand-mère regardèrent autour d'eux, cherchant qui avait pu leur apporter tant de choses. Et ils virent au loin les 6 Giseaux qui s'éloignaient, coiffés des chapeaux du grand-père. Les Giseaux, reconnaissant de la bonté du grand-père, lui avaient apporté tout ce qu'il faut pour passer un nouvel an agréable. Amis du soir, bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter un conte japonais qui s'appelle Momotaro. Il était une fois un grand-père et une grand-mère qui vivaient dans la montagne. Tous les jours, le grand-père allait ramasser du petit bois, tandis que la grand-mère allait à la rivière laver le linge. Un jour, alors qu'elle faisait la lessive, une grosse pêche descendant la rivière flotta jusqu'à elle. Voyant ce beau fruit, la grand-mère pensa que son mari serait content de le manger, ramassa la pêche et l'emporta chez elle. Quand le grand-père rentra déjeuner et vit la pêche si appétissante, il fut très content. La grand-mère coupa la pêche en 2 avec un grand couteau, et quelle surprise! Un joli petit garçon se trouvait à l'intérieur. Le grand-père et la grand-mère n'avaient pas d'enfants, et ils remercièrent la Providence de leur avoir envoyé ce petit garçon. Comme il était né dans une pêche, ils décidèrent de l'appeler Momotaro, ce qui signifie l'enfant né dans une pêche. La grand-mère prépara un repas et fit manger l'enfant. Il mangeait voracement et grandissait à vue d'œil. Le grand-père et la grand-mère étaient bien surpris. Momotaro devint bien vite grand et fort. Cependant, aussi grand et fort qu'il fut, Momotaro était paresseux. Il passait ses journées à dormir et à manger. Les autres jeunes gens du village allaient à la montagne ramasser des fagots, et seul Momotaro ne faisait rien. Le grand-père et la grand-mère se faisaient bien du souci, et ils demandèrent aux jeunes gens d'inviter Momotaro
à aller avec eux travailler. Ils vinrent donc inviter Momotaro. Momotaro, si tu venais avec nous ramasser des fagots dans la montagne. Mais celui-ci répondit, je n'ai pas de hotte pour porter le bois, je ne peux pas aller avec vous. Le jour suivant, ils revinrent inviter Momotaro. Momotaro, si tu venais avec nous ramasser des fagots dans la montagne. Mais celui-ci répondit, je n'ai pas de sandales, je ne peux pas aller avec vous. La grand-mère se fâcha devant tant de paresse. Et le jour suivant, Momotaro alla avec les jeunes gens du village ramasser des fagots dans la montagne. Pendant que tous ramassaient des fagots, Momotaro fit la sieste. Quand ils eurent fini leur travail, les jeunes gens décidèrent de rentrer au village. Momotaro, s'éveillant, leur dit « Je ramasse un peu de bois et je rentre avec vous. » Mais ils lui rétorquèrent « Si tu commences maintenant, nous allons rentrer trop tard. » Faisant la sourde oreille, Momotaro se dirigea vers un arbre énorme et le prenant par le tronc, le déracina. Les garçons n'en croyaient pas leurs yeux. Le grand et fort Momotaro chargea l'arbre sur son épaule, les jeunes gens leurs fagots sur leur dos, et tous rentrèrent au village. Quand ils arrivèrent, le grand-père et la grand-mère furent bien étonnés de voir Momotaro porter un arbre aussi lourd, comme s'il n'était qu'une simple brindille. Cet exploit parvint aux oreilles du Seigneur, qui désira rencontrer Momotaro. Il lui parla ainsi. Depuis fort longtemps, une bande de vilains brigands maltraite mes paysans et rançonne les villages. Si tu es si fort qu'on le dit, punis-les et reviens. Momotaro partit donc pour l'île des brigands. Le grand-père et la grand-mère confectionnèrent des gâteaux de millet et les donnèrent à Momotaro pour le voyage. Chemin faisant, celui-ci rencontra un chien. « Momotaro, où vas-tu ainsi ?» lui demanda le chien. « À l'île des brigands, les punir. »« Et qu'y a-t-il dans ton baluchon ?»« Les meilleurs gâteaux de millet du Japon. »« Donne-m'en un et j'irai avec toi, » lui proposa le chien. Momotaro lui donna un gâteau et ils continuèrent le voyage ensemble. Ils rencontrèrent ensuite un singe. « Momotaro, où vas-tu ainsi ?» lui demanda le singe. « À l'île des brigands, les punir. »« Et qu'y a-t-il dans ton baluchon ?»« Les meilleurs gâteaux de millet du Japon. »« Donne-m'en un et j'irai avec toi, » lui proposa le singe. Momotaro lui donna un gâteau et tous trois continuèrent leur voyage ensemble. Un faisan vint en volant à leur rencontre. « Momotaro, où vas-tu ainsi ?» lui demanda le faisan. « À l'île des brigands, les punir. »« Et qu'y a-t-il dans ton baluchon ?»« Les meilleurs gâteaux de millet du Japon. »«
Donne-m'en un et j'irai avec toi, lui proposa le faisan. Momotaro lui donna un gâteau. Momotaro, le chien, le singe et le faisan partirent ensemble en bateau pour l'île des brigands. Mais ils avaient beau naviguer toute voile dehors, ils n'apercevaient rien à l'horizon. Le faisan s'élança alors dans le ciel, et ayant repéré l'île, leur indiqua la direction. Ils accostèrent enfin. Sur l'île se trouvait un grand château dont la porte était fermée. Le singe grimpa lestement par-dessus et ouvrit de l'intérieur. Momotaro entra alors et s'adressa au vilain brigand qui ripaillait. « Je suis Momotaro et je suis venu vous punir de vos mauvaises actions. » Les brigands se moquèrent de lui, mais le chien s'élança et les mordit. Momotaro, dégainant son sabre, les combattit. Momotaro et ses compagnons, qui avaient mangé les meilleurs gâteaux de millet du Japon, étaient invincibles et n'avaient peur de rien. Aussi, les brigands demandèrent-ils grâce. « Nous ne serons plus jamais méchants, épargne-nous. » Les brigands, vaincus par Momotaro, lui remirent les trésors qu'ils possédaient. Et Momotaro et ses compagnons, qui grâce aux meilleurs gâteaux de millet du Japon, avaient vaincu et puni les bandits, rentrèrent chez eux avec ces trésors. Le grand-père et la grand-mère, qui se faisaient bien du souci, l'accueillirent avec une grande joie. Ils vécurent ensemble longtemps et furent très heureux. Un oiseau reconnaissant. Il était une fois un jeune homme qui vivait seul dans une petite maison à l'orée de la forêt. L'hiver était rigoureux et une épaisse couche de neige recouvrait la campagne. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui et marchait péniblement dans la neige, il entendit des plaintes. Il se dirigea vers le champ d'où montait celle-ci et découvrit une grue allongée sur la neige. L'oiseau avait une flèche plantée dans l'aile. Le jeune homme, qui avait bon cœur, se pencha sur lui et retira doucement la flèche. L'oiseau, libéré, s'envola et disparut dans le ciel. Le jeune homme rentra chez lui. Il était pauvre et sa vie n'était pas facile. Personne ne venait jamais le voir. Aussi, ce soir-là, quand à la nuit tombée, on frappa à sa porte, il se demanda qui pouvait bien lui rendre visite à une heure si tardive.
Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir sur le seuil une belle jeune fille. Elle s'était égarée dans la neige et lui demanda l'hospitalité, ce qu'il lui accorda bien volontiers. Elle resta le lendemain et encore le jour suivant. Le jeune homme s'éprit de cette jolie fille, douce et gentille, et lui demanda si elle acceptait de l'épouser. Ils se marièrent et vécurent heureux malgré leur pauvreté. Les voisins apprirent l'heureuse nouvelle et se réjouirent de leur bonheur. Cependant, l'hiver était long et rude, et bientôt l'argent et la nourriture vinrent à manquer. Ils vivaient plus pauvrement que jamais. Un jour, la jeune femme décida de tisser une étoffe, et son mari lui installa un métier à tisser dans une petite pièce au fond de la maison. Avant de se mettre à l'ouvrage, la jeune femme dit à son mari : « Quoi qu'il arrive et sous aucun prétexte, tu ne dois entrer dans cette pièce. » Le jeune homme promit. La jeune femme s'enferma et commença à tisser. Un jour entier s'écoula, puis un deuxième, et la jeune épouse travaillait sans relâche. Enfin, le soir du troisième jour, elle sortit de la chambre, fatiguée et amaigrie, et présenta à son mari une étoffe superbe, si rare et si précieuse qu'il la vendit pour une forte somme d'argent. Grâce à cet argent, la vie fut plus facile pendant quelque temps. Mais l'hiver n'en finissait pas, et argent et nourriture vinrent à manquer une nouvelle fois. La jeune femme décida alors de tisser une nouvelle étoffe et recommanda de nouveau à son mari de ne pas entrer dans la pièce, quoi qu'il arrive. Il renouvela sa promesse et attendit pendant plusieurs jours. Enfin, le soir du quatrième jour, sa femme un peu plus pâle et amaigrie apporta une nouvelle étoffe, encore plus magnifique que la précédente. Le jeune homme partit à la ville et revint avec une somme d'argent plus importante que la première fois. Grâce à sa femme, le jeune homme était heureux et sa vie plus douce qu'avant. Mais il en vint à désirer encore plus d'argent. De plus, les voisins le pressaient de questions, lui demandant comment sa femme pouvait tisser des étoffes d'une telle splendeur sans même acheter un seul fil. Tous trouvaient cela bien étrange. Le jeune homme, désirant avoir plus d'argent et brûlant du désir de découvrir le secret de sa femme, lui demanda de tisser encore une étoffe. Affaiblie et ne comprenant pas pourquoi il désirait plus d'argent, elle résista, puis céda et accepta à contre-cœur. Après avoir renouvelé ses recommandations à son mari, la jeune femme se mit au travail. Cependant, le jeune homme était dévoré par la curiosité et voulait à tout prix savoir comment sa femme faisait pour tisser de si belles étoffes.
Oubliant sa promesse, il alla sans bruit jusqu'à la chambre où la jeune femme tissait sans relâche et entr'ouvrit doucement la porte. Mais ce n'était pas sa femme qui tissait, et cela le surprit tellement qu'il laissa échapper un cri. C'était une grue, et le bel oiseau arrachait ses plumes, une à une, et s'en servait pour tisser une somptueuse étoffe. Quand la grue s'aperçut de sa présence, elle reprit les traits de la jeune femme. Celle-ci expliqua alors à son mari, stupéfait, qu'elle était en réalité la grue qui l'avait sauvée. Elle avait pris l'apparence d'une jeune femme pour lui venir en aide et elle avait tissé ses étoffes avec les plumes arrachées de son propre corps. Mais le jeune homme avait manqué sa promesse et maintenant qu'il avait découvert le secret de sa femme, ils ne pourraient jamais plus vivre ensemble. Il regrettait amèrement d'avoir failli à sa promesse, par curiosité et par cupidité. Mais il ne put retenir la jeune femme. Elle reprit l'apparence du bel oiseau gris et s'élança vers le ciel. Urashi Mataro. Il était une fois un jeune homme du nom d'Urashi Mataro qui vivait avec sa mère dans un petit village au bord de la mer. Tous les jours, il allait à la pêche et il survivait grâce aux poissons qu'il capturait. Un jour, bien qu'ayant passé toute la journée en mer, il n'en ramenait que 3 poissons, et c'est avec le cœur gros qu'il rentrait chez lui. Sur la plage, un groupe d'enfants s'amusait bruyamment, et Urashi Mataro, se demandant ce qui pouvait bien les amuser autant, se dirigea vers eux. Les enfants avaient attrapé une tortue et la maltraitaient. Urashi Mataro avait bon cœur et il voulait sauver la pauvre tortue. Aussi dit-il au garnement qu'il ne fallait pas faire de mal aux animaux. Mais ceux-ci ricanèrent et continuèrent de plus belle. Urashi Mataro comprit que les enfants ne libéraient pas la tortue et décida de l'échanger contre quelques poissons qu'il avait pêchés dans la journée. Les garnements lui cédèrent la tortue et il put remettre la pauvre bête à la mer. Elle partit vers le large tout en nageant et ne cessa de se retourner pour regarder Urashi Mataro. Quelques jours plus tard, Urashi Mataro pêchait en mer, lorsqu'une grosse tortue apparut auprès de sa barque.
Le jeune homme stupéfait l'écouta. Il y a quelques jours, tu as sauvé une tortue. Nous te remercions. Et comme marque de notre reconnaissance, nous t'invitons au palais du royaume de la mer. Monte sur mon dos, je vais t'y conduire. Urashi-Mataro s'installa sur la carapace de la tortue et ils s'enfoncèrent dans les flots. La tortue nageait, et Urashi-Mataro, émerveillé, regardait les poissons, les algues, tous ces êtres merveilleux vivant au fond de la mer. Ils arrivèrent au palais et tout était beau et rare, au-delà de toute imagination. La princesse, la plus belle jeune femme qu'Urashi-Mataro ait jamais vue, l'accueillit et lui dit : « Je te remercie de m'avoir aidé. Je suis la tortue que tu as sauvée de ces méchants enfants. Je voulais voir le monde du dessus de l'eau, et pour cela je m'étais changée en tortue. Tu m'as sauvé la vie. » Elle lui fit ensuite visiter le palais, le présenta au roi son père et lui offrit un véritable festin. Urashi-Mataro vécut ainsi heureux au palais, tout au plaisir de la vie, au fond de la mer, et avait oublié son village natal et sa mère. 3 années s'écoulèrent ainsi comme dans un rêve. Cependant, un jour la princesse emmena Urashi-Mataro dans une pièce où il n'était jamais rentré. Par la fenêtre, on pouvait voir le monde du dessus de l'eau. Le jeune homme vit son village natal et soudain tout lui revint en mémoire et il devint nostalgique. Il voulut rentrer chez lui et revoir sa mère. La princesse en était attristée, mais elle ne pouvait pas s'opposer au départ d'Urashi-Mataro. Elle lui offrit en souvenir une cassette précieuse et lui dit : « Si tu te retrouves dans une situation difficile, ouvre cette cassette. » Urashi-Mataro remercia la princesse, prit le coffret et s'installa sur le dos de la tortue qui devait le ramener dans le monde du dessus de l'eau. Une fois arrivé, il traversa le village pour rentrer chez lui et un étrange malaise l'envahit. Le village, les maisons étaient un peu différents de son souvenir et les gens qu'il rencontrait lui étaient tous inconnus. Lorsqu'il arriva là où il avait vécu, quelle ne fut pas sa surprise. Il n'y avait pas de traces de sa maison, rien que des herbes folles. Il parcourut alors les rues en interrogeant les villageois, mais personne n'avait entendu parler de la maison d'Urashi-Mataro. Enfin, l'homme le plus âgé du village lui dit : « Urashi-Mataro, si mes souvenirs sont exacts, c'est ce jeune homme parti en mer et qui n'est jamais revenu. Mais c'est une histoire qui a maintenant 300 ans, mon garçon. » Urashi-Mataro comprit alors que les 3 ans passés au palais étaient en fait 300 années.
Il se mit à la recherche de la tombe de sa mère et trouva également sa propre tombe. Le jeune homme était terriblement triste à l'idée de ne plus jamais revoir sa mère. Il était malheureux et se trouvait dans une situation difficile. Aussi, ouvrit-il la cassette que la princesse lui avait offerte. Une immense fumée s'en échappa et l'enveloppa entièrement, le transformant en vieillard. Alors, Urashimataro, devenu très âgé, se transformant en grue, oiseau dont on dit qu'il vit 1000 ans, et s'élança dans le ciel. La grue survola la mer et alla à la rencontre de son ami la tortue, animal dont on dit qu'il vit 10 000 ans, qui venait du palais. Des villageois qui se trouvaient sur la plage, les voyant, s'écrièrent « Longue vie à la grue et à la tortue, et 10 000 ans de bonheur !»